Bonjour à tout le monde, c'est très gentil de vous être inscrit pour me supporter pendant 1 heure et demie. Euh, à mon âge, c'est toujours surprenant de pouvoir intéresser des gens plus jeunes. Donc, je profite de la situation pour me satisfaire de notre relation, en distanciel, bien sûr. Euh, En fait, je voudrais vous expliquer pourquoi j'ai voulu traiter des enjeux politiques du modèle transformatif. C'est parce qu'il me semble que ces enjeux politiques sont souvent occultés par une espèce de conception techniciste de la médiation, et qui me semble qu'au contraire, et ceux qui connaissent mes travaux ne seront pas surpris, il me semble que la médiation, c'est un discours politique qui est tenu sur les modes de fonctionnement de nos sociétés et de nos institutions, et qui est un discours critique. En fait, c'est une contre-culture. Et je veux toujours rappeler ça parce que euh, il faut pas s'étonner que la médiation suscite des résistances ou des appropriations illégitimes de la part des institutions ou des professionnels, parce qu'effectivement, elle est destinée contre eux, quoi. Donc, c'est pas étonnant que ça suscite des réactions. Et il faut l'accepter avec plaisir. Tant que ça dérangera, c'est que ça sera utile pour le fonctionnement démocratique de nos sociétés. Voilà le sens de mon intervention et pourquoi j'ai choisi ce titre. Alors, je voudrais, parce que ça, c'est un travail de chercheur véritable, de faire l'épistémologie de celui qui parle. Pourquoi je vais dire ce que je vais dire? Euh, Parce qu'effectivement, j'ai un rapport avec le modèle transformatif qui est tout à fait particulier, tout à fait spécifique, et qui ressemble pas à ceux qui ont découvert ça à travers le Promise of Mediation il y a quelques années. Moi, j'ai découvert le modèle transformatif dans les années 70, avec tous les auteurs qui sont les plus connus dans le monde de la médiation aujourd'hui. J'ai le même âge qu'eux, on a grandi dans la même société, avec les mêmes idéaux, les mêmes illusions, et on se fracasse aujourd'hui contre les mêmes difficultés. Donc, en fait, mon propos est complètement dépendant, en réalité, de cette histoire. Et comme les idées transformatives sont nées dans cette histoire-là, je vous raconterai rapidement et sans narcissisme quel est mon rapport avec le modèle transformatif, qui n'est pas un rapport idolâtre, qui est un rapport critique. D'abord, j'ai découvert en 72, vous voyez, c'est pas tout neuf. J'ai fait en dehors de mes études de droit, j'ai toujours eu envie d'échapper au déterminisme disciplinaire. En dehors de mes études de droit, j'ai fait des études de sociologie et de psychologie sociale. Et en fait, dans un cours de psychologie sociale, j'ai suivi un cours de dynamique de groupe euh, dispensé par un psychanalyste communiste extraordinaire qui, euh, qui nous a appris à penser les travaux de Carl Rogers, 72. Et je découvre la psychologie humaniste de Carl Rogers. Sauf qu'il ne nous faisait pas de cours. On se débrouillait pour lire nous-mêmes le livre, et pendant les séances, en fait, nous ne faisions que silence. C'est-à-dire que la première séance, nous avons passé 3 heures sans se parler. Et lui se roulait, parce qu'à l'époque on fumait naturellement dans les salles de cours, lui se roulait des cigarettes pendant ce temps. Et puis de temps en temps, il y avait quelqu'un qui faisait grincer une chaise ou qui allait ouvrir la fenêtre, il faisait oui. Et c'est tout ce qu'il faisait. Et en fait, cette espèce de... J'ai découvert là les vertus extraordinaires du silence, et depuis, c'est devenu mon principal outil en médiation. Et je ne cesse, dans toutes les formations que je fais, les analyses de pratique, d'insister sur le rôle capital du silence. Donc, si vous n'arrivez pas à faire silence, il faut vraiment le travailler. C'est très, très essentiel. Et c'est ça, c'est le silence qui est le plus respectueux, finalement, des personnes, même s'il y a d'autres manières de respecter les personnes. Mais le silence est un respect que l'on adresse à la pensée et à l'intimité des gens. Donc, il faut absolument savoir se taire. Donc j'ai appris le silence avec Carl Rogers et avec ce psychanalyste. Je l'ai utilisé tout de suite parce que j'étais chercheur
en criminologie. En fait, ma spécialité de départ. Et j'ai fait beaucoup de recherches sur le terrain et j'utilisais une technique d'enquête qui était une enquête non, avec des entretiens non directifs. Vous voyez le lien déjà avec le modèle transformatif, des entretiens non directifs, alors que tous mes collègues chercheurs faisaient des entretiens semi-directifs, c'est-à-dire qu'ils posaient des questions. Alors que moi, je me contentais d'introduire ce qu'on appelle une consigne d'entretien, c'est-à-dire le thème, je présentais le thème de notre rencontre et je laissais les gens définir ce qu'ils voulaient, les termes de cette consigne. Et ça partait comme ça, et je me contentais de faire des relances sur leur propre discours, mais jamais je n'ai posé de questions, pour ne pas embrouiller leur champ de représentation, et ne pas influer sur ce champ de représentation. En partant du principe que si les gens ne me parlaient pas de quelque chose, c'est que pour eux, ce n'était pas important. Ouais, et c'était assez révolutionnaire dans le monde universitaire à l'époque, ce type d'enquête, parce que la plupart du temps, les gens préparent des questionnaires et posent des questions. Et quand vous posez des questions, vous n'obtenez que des réponses aux questions que vous vous posez. Mais vous n'apprenez pas grand-chose sur la façon qu'ont les gens de se poser eux-mêmes des questions. Et c'est pour ça que j'ai été très... Comme je pratique ça depuis les années 70, vous voyez, j'étais tout prêt à accueillir positivement les concepts de la médiation transformative. Alors, je ne l'ai pas découvert du tout par Bush et Folger, la médiation transformative. Je l'ai découvert alors, j'ai travaillé comme chercheur dans une fac de droit et ensuite en sciences politiques. La majorité de ma carrière s'est faite à Sciences Po Bordeaux. Et là, en réalité, j'ai travaillé sur les médiations politiques à une époque. J'ai publié un article qui fait référence sur les médiations dans les conflits politiques violents, qui est paru à la Revue française de sciences politiques. Et, et en fait, j'ai découvert les travaux des ménonistes américains, dont je parlerai tout à l'heure, euh, d'Umbright, de Lederach, de Galtung, etc. Et Galtung n'était pas ménoniste, et puis il était norvégien, il n'était pas américain. Bon, enfin, je mélange un peu là. Mais enfin, il y a plein d'auteurs que j'ai découverts qui ont travaillé sur la médiation, en fait, surtout sur la médiation politique, mais pas seulement sur des médiations politiques, et qui déjà avaient baptisé leur modèle transformatif. Donc en réalité, quand Bush et Folger arrivent avec Promise of Mediation en 94, si je me rappelle bien, le terme est déjà utilisé. Donc en réalité, ils ont conceptualisé à leur façon un modèle qui était préexistant et qui était dans l'air du temps de cette génération de penseurs et de chercheurs et de praticiens des années 70, dont ils font partie puisqu'ils ont le même âge que moi. On a tous le même âge en fait. C'est toute une génération. Euh, alors j'ai voulu quand même faire des formations pour me, pour être plus cohérent et puis pour pas paraître pour un imposteur quand j'enseignais le modèle transformatif. Donc j'ai fait une formation. Curieusement, ça s'est passé. hum, Je vous raconterai pas pourquoi, mais ça serait trop long. Mais ça s'est passé au Mexique et j'ai suivi pendant 2 jours une formation de Joseph Folger. Et ensuite, mais beaucoup plus tard, beaucoup plus récemment, avec peut-être certains d'entre vous, j'ai suivi une formation de John Peter Weldon à Paris pour affiner un peu les choses. Donc, alors, en tant que formateur, moi, je développe une conception de la formation en médiation qui est d'enseigner tous les modèles de médiation à mes futurs médiateurs. Parce qu'il y a beaucoup d'institutions et d'écoles qui enseignent un seul modèle. Et moi, je pense qu'il faut enseigner tous les modèles pour que les personnes que l'on a en face puissent faire leur choix et puissent choisir le modèle qui leur correspond le mieux, le modèle qui leur semble le plus adapté aux personnes, au type de conflit, à la temporalité, à la sensibilité du problème, etc. Et qui puissent adapter le modèle en fonction de l'évolution de l'état des personnes au cours de la médiation. Donc il me semble, vous voyez, je suis hétérodoxe de ce point de vue-là. Je ne suis pas un orthodoxe du modèle transformatif, puisque je considère qu'il faut connaître tous les modèles et pas se cantonner à un seul d'entre eux. Et en tant que médiateur, puisque j'ai pratiqué la médiation également,
je parle au passé parce que je ne la pratique plus, mais j'étais un médiateur hétérodoxe, c'est-à-dire que je pouvais effectivement passer d'un modèle à un autre en fonction de l'évolution de la situation et des capacités cognitives des personnes et de leurs attentes. Euh, Par contre, les principes sur lesquels je n'ai jamais transigé, c'est que je suis toujours resté non directif et je suis toujours resté fidèle à mon objectif, c'est de rétablir la communication entre les personnes en me désintéressant totalement de la question de la solution. Partant du principe que si les gens arrivent à se parler et à communiquer, ils ont déjà en main la possibilité de réfléchir à une sortie du conflit. Mais ça leur appartient, ça n'appartient pas du tout aux médiateurs. Donc, orthodoxe dans l'hétérodoxie, en fait, voilà. Donc, voilà, je tenais à préciser cette posture-là par rapport au modèle parce que je le trouve extrêmement riche et intéressant, extrêmement fécond sur le plan intellectuel, et en même temps, je ne considère pas que c'est la réponse à tous les problèmes sociaux. Euh, alors, quel est le cadre idéologique général du modèle tel que présenté par Bush et Folger, qui sont sans doute ceux qui l'ont le mieux théorisé et le mieux approfondi? Euh, alors, en fait, il y a un mystère des origines et ils ne racontent pas exactement comment ils sont arrivés, par quel parcours ils sont arrivés à élaborer leur cadre pratique et leur cadre théorique. Mais il faut le resituer dans le contexte bouillonnant des années 70, le contexte intellectuel notamment d'Amérique du Nord, mais aussi de quelques pays européens. Euh, et il faut comprendre qu'ils ne le disent pas assez, parce que c'est important pour comprendre la genèse du modèle transformatif. En fait, surtout Bush, plus que Folger encore, mais les deux ont travaillé dans des centres de médiation de proximité dans les années 70 en tant que bénévoles, que militants, auprès des populations déshéritées, de quartiers pauvres, des grandes villes américaines, et on y reviendra, et en particulier à San Francisco pour Bush. C'est exactement ce que j'ai fait, puisque moi-même, j'ai participé, alors que j'ai eu une expérience d'avocat dans les années 70, je participais on n'appelait pas ça des médiations, on appelait ça des conciliations à l'époque, à des, pour éviter les institutions. Et dans les quartiers pauvres, nous organisions des boutiques de droit. Ça permettait à la fois d'accéder au droit pour les gens qui avaient besoin de cet accès au droit, et ça permettait également de réguler des conflits de proximité sans passer par les institutions et par les professionnels. Puisque notre philosophie dans les années 70, c'était désinstitutionnaliser la médiation et déprofessionnaliser la médiation, parce qu'on considérait que les professionnels volent leurs conflits aux personnes et les retraduisent en des termes qui ne sont pas, qui ne correspondent pas réellement à la façon qu'ont les personnes de vivre ces histoires conflictuelles. Donc en fait, le modèle transformatif, c'est un modèle purement occidental de révolte sociale et intellectuelle et culturelle des années 70. Il vient de là. Il reste ancré dans cette histoire de la pensée politique. Si on le met de côté, c'est qu'effectivement, on ne comprend pas bien sa substance et les raisons pour lesquelles il faut le maintenir vivant, dynamique, c'est-à-dire l'adapter en réalité. Donc, le modèle transformatif, c'est un modèle occidental qui a été conçu essentiellement par des hommes protestants, euh, surtout quakers et ménonites, quelquefois juifs comme Bush, euh, militants, militants plutôt libéraux, c'est-à-dire démocrates aux États-Unis, euh, donc blancs, anglophones, habitant dans des pays capitalistes où l'État est relativement faible et dont le système juridique est un système de common law, c'est-à-dire un système beaucoup plus souple que le système juridique des pays de droit écrit, où les choses sont plus figées. Donc la médiation est pensée par des Occidentaux, pour des Occidentaux, dans un premier temps, mais en s'inspirant
des traditions culturelles des pays, des peuples autochtones et des traditions culturelles par exemple, des Maoris en Nouvelle-Zélande ou, ou des populations autochtones en Amérique du Nord. Donc c'est assez intéressant comme quoi les intellectuels américains ont quand même euh, ont pris conscience qu'ils avaient construit un modèle occidental, mais en s'inspirant de traditions culturelles anciennes. Donc en fait, c'est un modèle qui est quand même pensé pour des sociétés d'individus, où on exalte la responsabilité des individus, chose qui n'existe pas dans les sociétés à identité collective. Et elles sont majoritaires en fait. Il y a beaucoup de pays dans le monde où on ne peut pas demander à une personne de s'engager si elle n'a pas l'aval, pour ce faire, du groupe, de la tribu, du clan dans lequel elle se trouve. Donc en fait, on a inventé des modèles à responsabilité individuelle qui exaltent l'autonomie de la personne dans des cultes, pour des cultes et qui sont difficilement exportables dans des cultures où l'identité ne se définit pas du tout de façon individuelle, de la même façon. D'ailleurs, c'est la critique qui a été faite par un certain nombre d'auteurs au modèle de Bush et Folger, c'est le caractère individualiste basé sur l'acquisition de capacités euh, individuelles à travers un subtil jeu de miroir entre empowerment et reconnaissance. Ça reste quand même une dimension euh, subjective qui est prédominante, en oubliant que les comportements individuels, les façons de penser, sont largement influencés par l'idéologie dominante, par les normes, par les structures politiques et par les rapports sociaux et par la nature des rapports sociaux. Alors, c'est le grand débat en sciences sociales qu'on retrouve dans tous les domaines, entre holisme et individualisme. C'est-à-dire, est-ce que c'est le tout qui l'emporte sur l'individu ou l'individu qui peut transformer le tout? En réalité, Edgar Morin, dans sa pensée de la complexité, a essayé de développer une analyse dialogique où il dit qu'en fait, il y a un jeu d'interaction entre le contexte socio-culturel, politique, etc., normatif, et, et le niveau individuel. Donc il y aurait deux vérités en fait qui seraient à l'interaction permanente. La vérité psychologique, celle des individus, en tant qu'individus décideurs de leur vie, et puis une vérité sociologique, c'est-à-dire des individus qui sont, même dans le cadre de leur libre arbitre, qui sont déterminés par le contexte socio-culturel duquel ils sont issus. Donc en fait, il y a cette dimension euh, contextuelle, sociologique du modèle transformatif, d'après certains critiques que j'ai lus pour préparer cette intervention, serait pas assez développé dans les ouvrages de Boucher-Folger, qui sont trop individualistes en fait de ce point de vue-là. Et donc, de fait, les médiateurs n'ont pas suffisamment conscience des contraintes socioculturelles dans lesquelles baignent les gens avec lesquels ils vont travailler. Pensant que parce qu'on est dans la même société, on pense tous la même chose et on a été socialisés de la même façon, et pas du tout. Donc le modèle narratif apporte sa petite différence là-dedans et introduit davantage que le modèle transformatif la dimension socioculturelle et idéologique en fait des modèles dans lesquels on est socialisé. Alors là, je voudrais aborder maintenant les deux concepts fondamentaux qui sont formidables qui sont à la source en fait de la théorie interactive de Boucher-Folger, c'est-à-dire ce jeu permanent entre empowerment et reconnaissance. En fait, ces deux concepts sont purement politiques, sauf qu'ils ne les présentent pas comme ça. Mais ils sont purement politiques parce que leur histoire est politique. Le concept d'empowerment, par exemple, il apparaît dans les années 70 euh, dans les quartiers pauvres, chez les militants sociaux, dans les quartiers pauvres des États-Unis, où on veut développer, stimuler les capacités des personnes qui sont des dominés. euh, et
qui sont asservis en fait à une logique capitaliste dominante qui les écrase. Et l'empowerment, c'est leur permettre de comprendre leur situation et de la dépasser par cette prise de conscience. C'est l'objectif des community boards de San Francisco dans lesquels a travaillé Bush. Euh, C'est-à-dire que les community boards de San Francisco, c'est des instances de bureaux de médiation qu'on crée dans les quartiers pauvres de San Francisco pour faire en sorte que les populations, les pauvres qui habitent dans ces quartiers n'aillent plus euh, euh, trouver la police ou porter leurs affaires devant la justice pour gérer les conflits de proximité, mais qu'ils trouvent les ressources de les gérer en fonction de leurs propres normes et de leur propre culture. Parce que, alors c'est très très militant, hein, euh, les community boards. On considère que les, les, les institutions, l'establishment juridique surtout américain, et, porte des valeurs qui sont pas celles, qui sont celles de la classe dominante et qui s'imposent à des classes dominées qui sont asservies, euh, et qui ne peuvent en aucun cas s'émanciper de ces processus de domination. Donc il faut inventer des modes de contournement des appareils idéologiques institutionnels que pour rendre la propriété de leurs conflits à des personnes qui sont dans cette situation. Et c'est comme ça qu'a été imaginée la médiation. C'est pour rendre justice au sens le plus large du terme à des gens qui effectivement ne se reconnaissent pas dans la façon dont les institutions les qualifient et les traitent. Euh, alors on a oublié beaucoup hein, cette origine. Donc en fait, l'empowerment, c'est un concept militant qui vise à émanciper les populations et que se sont appropriés tous les mouvements radicaux des années 70 qui continuent à nourrir finalement pas mal de mouvements contestataires encore aujourd'hui. C'est-à-dire que on parle d'empowerment dans les mouvements féministes des années 70, chez les Noirs, Black Power, chez les gays, chez les lesbiennes, chez les handicapés, dans toutes les communautés linguistiques marginalisées, etc. Donc l'empowerment, c'est une façon de lutter contre la domination par la prise de conscience de cette domination et de lutter contre les inégalités sociales. Alors Folger, qui a vécu cette période-là, fait en 85, donc un peu plus tard, une recherche sur la façon dont les médiateurs se comportent dans les histoires de divorce. Et qu'est-ce qu'il trouve dans cette recherche? Qu'est-ce qu'il découvre dans cette recherche? Il découvre que la plupart des médiateurs façonnent le choix des participants, c'est-à-dire induisent finalement la nature des accords qui sont pris et vont jusqu'à écrire eux-mêmes les ententes en fonction de leurs propres critères, les ententes de sortie du conflit. Et c'est là qu'ils considèrent que la directivité en médiation est une véritable menace pour l'autonomie des personnes et que le tiers médiateur ne doit pas être un expert. C'est comme ça qu'il en prend conscience. Et donc, il fait le lien entre son expérience de jeunesse sur l'empowerment les instances de médiation de proximité, et puis cette découverte. Et là, il va commencer à théoriser le fait que le médiateur n'a pas de pouvoir, n'a pas de pouvoir en tant que sachant, qu'il n'a pas un pouvoir d'agir, qu'il n'a pas un pouvoir sûr, qu'il n'exerce pas de pouvoir sur les autres, mais qu'il a simplement un pouvoir collaboratif. Et c'est là que va se développer finalement toute sa réflexion sur l'empowerment et qui va fleurir à partir de ce constat. Donc, le médiateur, il considère que sa rencontre avec Bush va finalement, comme ils ont la même histoire en fait sociale, même s'ils ne sont pas de la même obédience confessionnelle, euh, ils vont se rencontrer là-dessus et ils vont considérer que les médiateurs ne sont pas des experts, que ce sont les gens qui sont des experts de leurs propres conflits, que le tiers médiateur n'est qu'un invité d'une conversation qui ne lui appartient pas en fait, et qui va agir simplement, alors ça c'est mon image à moi,
c'est pas eux Le médiateur ne va agir que comme le révélateur dans le développement d'une photo. Mais c'est tout. Alors c'est essentiel, mais, mais c'est qui l'occupe. Donc en fait, vous voyez bien que la question de l'empowerment telle qu'elle est posée là représente un renversement complet du pouvoir. On conteste le pouvoir des institutions à prendre des décisions pour les personnes. On conteste le rôle des professionnels qui finalement reconstruisent l'histoire des gens à travers des critères, soit juridiques, soit autres, mais euh, qui n'appartiennent pas aux personnes. Et donc on place l'individu au centre du jeu social. Donc il ne fallait pas s'étonner de ce que le modèle transformatif ait mis du temps à se développer en proposant des choses, des principes qui sont tellement contre-culturels. Le problème, c'est que pour se faire reconnaître, vous savez que les intellectuels américains sont toujours pris dans des logiques. Il n'y a pas que le président Trump hein, qui est comme ça, toujours dans des logiques un peu mercantiles où il faut vendre son image et ses modèles. Il y a toujours un problème, une dimension pragmatique comme ça qui nous échappe un peu à nous, les intellectuels européens. Euh, en tout cas, c'est moins sensible. Donc, pour vendre le modèle, il a fallu qu'il arrondisse ses angles. Et donc, en fait, la dimension politique, contre-culturelle du modèle transformatif s'est un peu érodée, finalement, pour être accepté dans des tas d'institutions où le pouvoir reste quand même complètement essentiel, c'est-à-dire le pouvoir dans les entreprises, dans les institutions, quelles qu'elles soient, etc. Et donc, en fait, exalter l'autonomisation des personnes dans des lieux, leur émancipation dans des lieux où effectivement elles sont quand même en position de dominer et qu'il y a un déséquilibre des pouvoirs, c'était complètement difficile à accepter par ceux qui effectivement embauchaient des médiateurs transformatifs. Donc en fait, on est passé pour finalement faciliter cette acceptation et c'est pas moi qui le dis, mais c'est les critiques qui ont été formulées. Euh, On est passé d'un empowerment libérateur qui existait aux origines à un empowerment libéral axé sur le renforcement des capacités individuelles. Mais on oublie un peu la dimension collective. Donc voilà, on est dans cette espèce de... Avec l'empowerment, on questionne le pouvoir de façon très profonde. Euh, Et c'est pas seulement le pouvoir des individus, mais c'est la distribution du pouvoir social qui est en question. C'est pour ça que je considère que le modèle transformatif comporte des enjeux politiques tout à fait intéressants. Deuxième concept euh, que je passe à la moulinette, c'est le concept de reconnaissance. Le besoin de reconnaissance, c'est quelque chose qui existe dès les années 70, c'est la même histoire en fait. On le voit apparaître dans toutes les minorités des années 70, les mouvements pacifistes, les mouvements gays, les mouvements féministes, les mouvements contre le racisme, etc. Donc soit c'est les mouvements qui revendiquent l'octroi de libertés civiles ou politiques, soit c'est des mouvements qui revendiquent le respect, le respect, essentiellement le respect, et puis des droits aussi, c'est ou leur spécificité culturelle ou ethnique ou religieuse. C'est toujours d'actualité. Nos sociétés sont complètement envahies par ces, ces demandes de reconnaissance permanentes. On le voit en ce moment de façon criante avec les mouvements féministes pour la reconnaissance du statut de victime dans les cas de violences sexuelles. On le voit avec l'affaire Betaram, etc. euh, pour les enfants qui ont été victimes de sévices. Il y a un besoin de reconnaissance très puissant qui traverse nos sociétés. Et donc, ce concept de reconnaissance, tel qu'il apparaît dans le modèle transformatif, il a évidemment une dimension politique tout à fait considérable. Alors, c'est celui qui a ceux qui ont le plus travaillé sur cette question des politiques de reconnaissance, ce sont des philosophes, c'est Taylor au Canada, et c'est Axel Honneth, le philosophe allemand,
qui a écrit un ouvrage magnifique sur les politiques de reconnaissance. En fait, il nous raconte que, je vais synthétiser, il nous raconte qu'en fait, derrière ces demandes, il y a toujours une recherche d'estime et une recherche de respect. Euh, donc, le besoin de reconnaissance s'oppose à l'indifférence et s'oppose aussi au mépris individuel ou au mépris social. Alors, Honnête distingue trois sphères de la reconnaissance qui finalement sont présentes dans les médiations que l'on fait plus ou moins suivant le type de médiation, mais ces trois dimensions peuvent s'imbriquer. Alors, certaines sont plus importantes que d'autres suivant les cas, mais elles sont présentes. Alors, la première sphère de la reconnaissance est la sphère de l'amour. Alors, bon, elle est présente évidemment fondamentalement plutôt dans la médiation familiale, mais pas seulement. Euh, C'est-à-dire, elle concerne les liens affectifs qui unissent une personne à une autre ou à un groupe, ou à un groupe. La deuxième sphère est plutôt juridico-politique, c'est-à-dire que l'individu a besoin de respect et de reconnaissance de ses droits et de ses devoirs éventuellement. Et puis la troisième sphère est plutôt la sphère de l'estime sociale, c'est-à-dire que les individus ont tous besoin euh, d'acquérir le sentiment qu'ils ont une certaine forme de valeur sociale, d'utilité sociale. Donc en fait, si ces trois formes de reconnaissance sont pas remplies, l'individu considère que son identité est en danger et qu'il est menacé dans son existence. Alors, la médiation transformative, en fait, elle va travailler sur ces questions, puisqu'elle accueille volontiers ces sentiments et ces émotions. Euh, mais elle est au cœur donc d'une dynamique qui n'est pas simplement individuelle, mais qui est aussi une dynamique politique, parce que elle va poser le principe, et Boucher-Folger le font très clairement, que la réalisation de soi dépend d'un processus de reconnaissance mutuelle, dépend de l'accueil que les autres font de ce qu'on est et de ce qu'on fait. Donc en fait, il y a une métaphore politique qui active ce cercle vertueux, empowerment, reconnaissance tel que Bush et Folger l'ont l'ont bien décrit, et qui montre en fait, qui correspond à un besoin social totalement partagé, c'est-à-dire qu'on a tous besoin d'être entendus, écoutés, respectés, quelles que soient nos cultures et quelles que soient nos identités. Et Taylor dit par exemple, la reconnaissance n'est pas une politesse qu'on fait aux gens, mais c'est un besoin vital. Donc l'intérêt du modèle de Boucher-Folger là-dedans, c'est d'avoir conçu, ils n'ont rien inventé en termes de euh, conceptualisation de l'empowerment et conceptualisation de la reconnaissance. C'est pas là que se situe leur originalité. Leur originalité, c'est d'avoir mis en interaction la rencontre de ces deux dimensions conceptuelles. Et ils l'ont fait de façon assez astucieuse. Donc voilà pour une analyse un peu, je dirais, classique des concepts du modèle transformatif. Après, je voudrais aborder d'autres dimensions politiques du modèle transformatif. Euh, alors, pour ceux qui ont lu mon ouvrage sur tous les ateliers silencieux de la démocratie, vous savez que je considère que euh, toutes les médiations ont un fort potentiel politique. Bon, alors je ne vais pas reprendre les propos que je tiens dans ce livre et dans tous mes articles. Par exemple, la médiation va proposer une nouvelle philosophie du sujet dans nos sociétés contemporaines, puisqu'on va passer de sujets hétéronomes dont les comportements sont dictés par des croyances, par des religions, par des institutions, etc., à des individus autonomes, c'est-à-dire qui vont être créateurs de leurs propres normes, autonomos, et c'est effectivement ce qui est au cœur de la médiation, puisqu'on met les individus en position de d'élaborer eux-mêmes les solutions qui leur paraissent les plus appropriées, qui leur paraissent les plus adaptées, les plus appropriées à leur situation. Donc, ils se créent leurs propres normes et ne dépendent pas des normes qui sont imposées par en haut, par ailleurs. Donc, les médiations, quelles qu'elles soient, contestent la rationalité juridique traditionnelle pour y substituer une rationalité communicationnelle. Ça, la loi, de plus en plus, avec le développement des médiations,
et on le voit en France avec le développement des politiques de l'amiable, quoi qu'on en pense, la loi est en train de régresser, c'est-à-dire que elle n'interviendra qu'ultima ratio quand tous les modes négociés ou concertés de régulation auront échoué. C'est-à-dire qu'il y a une inversion complètement des priorités. Depuis la période napoléonienne, la loi, c'était la réponse première. Maintenant, ça va devenir la réponse secondaire, quand tout le reste aura échoué. Et donc, et, alors ça a toujours été un petit peu le cas, parce on ne, on ne saisissait pas la justice comme ça du premier coup. Mais en réalité, ça s'est complètement organisé aujourd'hui de façon spectaculaire à travers le développement de ces politiques de l'amiable dont on peut discuter de la philosophie par ailleurs. Euh, la médiation a un potentiel politique également parce que elle va promouvoir en fait euh, un principe qui n'est pas très accepté dans nos sociétés par nos dirigeants politiques en particulier, c'est le principe de la démocratie participative. C'est-à-dire qu'on va développer de plus en plus euh, par la médiation des espaces de débat, des espaces de dialogue, pas seulement interindividuels, mais des espaces collectifs, où l'on va pouvoir échapper à des définitions institutionnelles et organiser des tables de concertation, alors qu'on appelle ça forum, conférence citoyenne ou autre gadget utilisé par nos pouvoirs publics quelquefois pour noyer le poisson. En tout cas, le principe se développe de plus en plus. Donc la médiation participe de ce processus de démocratie participative de mon point de vue. Alors, donc ça concerne toutes les médiations en général. Mais il y a des médiations qui sont plus spécifique et je pense que la médiation transformative est plus spécifique que d'autres types de médiation. Je vais vous dire pourquoi. Euh, L'institutionnalisation de la médiation depuis les années 90, surtout les années 2000, a engendré un marché qui devient de plus en plus attractif puisque tout le monde veut devenir médiateur. Je le vois dans toutes les formations que je donne. Avant, nous avions quelques misérables travailleurs sociaux ou psychologues qui voulaient se former à la médiation. Maintenant, tous les huissiers, enfin on appelle ça les commissaires de justice, les notaires et les avocats veulent devenir médiateurs. Alors qu'ils ont dit pique-pendre la médiation pendant 20 ou 30 ans. Donc ça veut dire qu'il y a un marché, quoi. C'est pas qu'une appétence intellectuelle subite qui explique cet engouement massif. Donc en fait, le problème, c'est que l'institutionnalisation de la médiation, dont le succès de la médiation, est un succès peut-être à la Pyrrhus, parce que euh, que deviennent les principes éthiques et déontologiques de la médiation dès lors que les institutions s'en emparent pour les adapter à leur propre logique de fonctionnement? Et de ce point de vue, certains auteurs, et je ne suis pas le seul à l'avoir fait, ont dit qu'en fait, la médiation avait été capturée par le droit. Euh, C'est-à-dire qu'elle avait perdu quelque peu de souplesse, de sa souplesse originelle et de ses fonctions politiques. Pourquoi? Parce que plus les institutions, et c'est pas que l'institution judiciaire, c'est toutes les institutions, plus les institutions créent leurs médiateurs, et plus ces médiateurs sont dans une obligation de résultat. D'abord, on leur demande de travailler sur le litige et pas du tout de travailler sur le conflit, parce que ça prend beaucoup trop de temps, vous comprenez bien. Et puis d'autre part, on va leur demander de produire des accords, de trouver des solutions. Alors que le modèle transformatif, lui, il travaille sur la communication. Donc, il n'est pas trop bien accepté dans cette logique-là. Alors, vous avez trois. Bon, on va schématiser, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez le médiateur évaluatif qui propose des solutions. Il est dans une claire logique d'influence. Donc, il est assez directif. Ils proposent des solutions. Dès qu'on propose des solutions aux gens, c'est du confort et ils acceptent parce qu'ils cessent de réfléchir. Et réfléchir, c'est fatigant. Bon, je le dis caricaturellement, mais enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là qui fonctionne. Et puis, vous avez le médiateur facilitatif, c'est le modèle le plus pratiqué à l'heure actuelle. Le médiateur facilitatif, il aimerait être non directif, mais il ne l'est pas complètement parce que c'est lui qui détermine la façon dont les gens vont travailler. Ce qui n'est pas le cas du médiateur transformatif.
Et donc, en fait, il n'est pas très directif dans le contenu, mais comme il détermine le cadre va forcément avoir un effet sur la façon dont le contenu va s'organiser. Et donc, il va forcément euh, être plus dans une logique d'influence que ne le sont dans une logique, cette logique de cadrage, en fait, influe considérablement, probablement, sur le contenu des échanges, même si ça reste difficile à évaluer empiriquement. Donc, il me semble que le modèle transformatif, c'est une garantie contre la dénaturation par les institutions de la philosophie de la médiation. Parce que euh, il permet de conserver des espaces de parole et de liberté, il permet de travailler en profondeur sur les émotions, euh, il prend le temps de le faire, et il n'est pas du tout orienté vers la recherche d'une solution. Alors, ce faisant, effectivement, il court le risque de la marginalisation. Ça, il y a un prix à payer. Moi, j'étais très favorable à l'institutionnalisation, notamment pour être un vieux criminologue, je savais les dégâts que l'institution judiciaire extrêmement violente faisait sur la vie des gens. Donc, quand la médiation est arrivée, j'étais un des premiers pionniers de la médiation pénale. Sauf qu'elle a été dénaturée par les institutions et qu'elle est devenue autre chose que ce en avait imaginé au départ. Donc, en fait, je suis pour lutter contre la violence des institutions et pour développer des modes amiables de régulation des conflits. Donc je ne suis pas hostile par principe à l'institutionnalisation de la médiation, mais il faut être prudent dans la façon dont cette institutionnalisation se déroule. Si c'est au prix, par exemple, d'exclure de la médiation tous les non-juristes, je ne suis pas d'accord. Il faut absolument introduire de la diversité de points de vue, euh, de la richesse culturelle, de la diversité culturelle dans la façon de penser et de pratiquer la régulation des conflits. Donc, il y a de la place pour tout le monde, mais il n'y a pas de la place que pour les juristes. C'est ça ma position. Or, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que sur les listes de médiateurs dans les cours d'appel, vous avez plus de 80% de juristes, ce qui est quand même un effet pervers considérable. Donc, il me semble que le modèle transformatif est un moyen de lutter contre la dénaturation de l'éthique et de la déontologie de la médiation auquel procèdent les institutions. Mais il y a un prix à payer, c'est effectivement le fait d'être un peu marginalisé et donc d'avoir moins de travail. Ce qui n'est pas pour déplaire aux pionniers de la médiation transformative qui voulaient déprofessionnaliser la médiation. Alors, pour terminer, je voudrais vous dire en fait que la médiation transformative, c'est pas que Boucher-Folger, c'est pas que Promise of Mediation. C'est une grande famille de pensée qui donc est partie des années 70 et qui concerne beaucoup de praticiens et d'analystes. Parmi ceux-là, il y en a certains qui m'ont influencé plus que d'autres. Et je fais référence, par exemple, dans les conflits collectifs et dans les conflits politiques, aux travaux de Jean-Paul Lédérac. Alors, c'est un ménonite classique américain, extrêmement connu dans le monde entier. Il est adepte d'une philosophie de la non-violence, comme tous les ménonites, et il a élaboré dans les années 80, donc vous voyez, très tôt, il a élaboré un modèle de pratique de pacification des conflits politiques et des conflits collectifs qui s'appelle le Conflict Transformation. Et c'est la même histoire que Boucher-Folger. Pourquoi il a élaboré ce modèle de Conflict Transformation? Parce qu'il voulait lutter contre les modèles qui étaient en vigueur à l'époque, c'est-à-dire la Conflict Resolution et Conflict Management. Donc la gestion des conflits et la résolution des conflits. Et lui, il voulait transformer. Donc, c'est pas du tout la même chose, effectivement. Donc, on est bien dans la même philosophie que Boucher-Folger. C'est pour ça que je parle d'une grande famille. Mais pour lui, la paix est liée non pas simplement à la restauration finalement d'une relation interindividuelle, mais elle est liée aussi à la construction de relations sociales justes et qui respectent les droits humains.
Donc son ambition est un peu plus large. Euh, donc en fait, il doit y avoir une transformation. La transformation dont on parle, elle doit se faire au niveau individuel, mais elle doit se faire aussi au niveau systémique. C'est-à-dire, il ne sert à rien pour lui. C'est le débat qu'on a eu au début de mon exposé. Il ne sert à rien pour lui de transformer simplement les individus et le regard qu'ils portent sur le conflit si on ne transforme pas le contexte social et structurel dans lequel ces conflits naissent. Donc il faut effectivement travailler profondément sur les émotions, mais aussi travailler sur les conditions de transformation pour plus de justice et d'égalité du système dans lequel les individus vivent. Donc, vous voyez, c'est du transformatif, mais qui est développé à une échelle beaucoup plus collective que, que le contexte interindividuel classique. Et puis, il y a aussi des penseurs qui sont transformatifs au départ, mais qui sont moins cités aujourd'hui dans ce domaine-là, alors que pourtant ils sont à la source de bien des réflexions intéressantes. Je pense par exemple à la médiation humaniste et transformative de Markham Bright. Il a défini sa médiation comme transformative avant même les ouvrages de Bush et Folger. Donc vous voyez, c'est une école, c'est une famille de pensée. Donc ils s'influencent réciproquement, en fait. On n'invente jamais rien, en fait. On est le produit d'un contexte collectif et les idées surgissent pas ex nihilo, mais sont le produit d'une histoire partagée. Donc, en fait, il est ménonite également, Bright, donc il vient de la non-violence. Et il est non directif, euh, il est partisan d'un échange profond entre les personnes quand il y a conflit, il accentue le rôle du médiateur sur l'écoute, l'ouverture, alors c'est très messianique, hein, un peu, l'ouverture du cœur et la compréhension mutuelle. Alors, euh, moi, je vous rassure, j'ai une éducation chrétienne, mais je suis agnostique, hein, je ne suis pas motivé dans la médiation, mais c'est important de le dire. Euh, Vous m'entendez là parce que j'ai eu une rupture. Oui, on t'entend très bien, Jacques. Tu peux continuer sans problème. D'accord, j'ai plus d'image. Euh, donc en fait, pour un Bright, l'important c'est de se départir des modèles culturels occidentaux pour s'ouvrir à la diversité des modèles culturels dans des sociétés multiculturelles comme le sont de plus en plus nos sociétés occidentales. Donc lui, il s'est inspiré beaucoup des contextes politiques, culturels et religieux qu'il a pu observer en Nouvelle-Zélande, en Australie, un peu partout. Et c'est lui qui va être à la source des rencontres restauratives ou réparatrice, comme on le dit au Canada, c'est-à-dire entre auteur et victime, et il va vraiment avoir un rôle tout à fait capital dans la conceptualisation et le développement des idées restauratives qui ont de plus en plus de succès aujourd'hui. Euh, je vois que nous avons des représentants d'Equijustice qui se sont inscrits à ce webinaire. Ils pourraient même vous en parler s'ils l'acceptent, parce qu'ils font un travail absolument remarquable dans cette matière. Dans la famille, j'ai l'esprit large. Je fais pas, je lance jamais d'anathème. J'associerai aussi à ce travail transformatif les actions de Dominique Barter qui développe des cercles restauratifs partout dans le monde à partir de son expérience pionnière des favelas de Rio et qui finalement, en respectant les principes de la communication non violente, à développer des cercles dans les écoles, les communautés locales, les quartiers, les prisons, les familles, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à la médiation transformative en étant passés par la communication non violente. Il y a sûrement quelque chose à travailler là-dessus comme itinéraire de philosophique et de pensée. Voilà, je voudrais conclure en vous disant que euh, derrière l'image un peu idéaliste que véhiculent les détracteurs du modèle transformatif, je considère que ce modèle possède un fort potentiel de transformation sociale et politique, pas toujours exploité, mais qui possède un fort potentiel de transformation. Euh, et je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que le modèle transformatif, c'est une famille transformative qu'il faudrait
qu'il faudrait penser pour éviter que les adeptes de ce modèle ne deviennent, ça c'est le gros danger dans le monde de la médiation aujourd'hui, ne deviennent une secte. Donc, le modèle transformatif ne se limite pas à la conceptualisation pourtant assez passionnante de Boucher-Folguer, mais elle concerne toutes les initiatives qui font vivre la démocratie et les espaces de dialogue dans nos sociétés qui en ont de plus en plus besoin. Je vous remercie de votre attention. merci beaucoup Jacques pour cet exposé très intéressant. J'étais en train de regarder les questions qui ont commencé à arriver sur le chat, qui sont pas très nombreuses, donc on va leur laisser le temps de s'accumuler. Euh, je prends un peu comme ça, hein, Jacques. La première qui a été formulée, c'est en réaction à ce que tu disais sur l'institutionnalisation de la médiation. Que penser des juristes formés et pratiquant la médiation transformative? Serait-il un point d'équilibre par rapport aux problèmes que tu soulignais? Absolument. Il y en a très peu, mais il y en a quand même de plus en plus. Alors le risque, c'est qu'ils abandonnent leurs activités juridiques parce qu'ils trouvent tellement passionnant de faire de la médiation transformative qu'ils trouvent absurde de continuer à jouer le jeu compétitif des institutions. Donc ça, c'est un premier risque. Mais de fait, ils ont un rôle tout à fait crucial dans la préservation des principes éthiques et déontologiques de la médiation, parce dès lors qu'ils sont bien formés, ils supportent plus que leurs collègues mal formés pervertissent ces principes éthiques et déontologiques et pratique à la hussarde des médiations sans en avoir les compétences réelles. Donc je pense beaucoup à un travail d'autopolice de la part de ces juristes qui vont effectuer. J'espère qu'ils prendront le dessus sur les autres dans les institutions. Merci Jacques. Je te confirme qu'il y a de plus en plus de juristes, d'avocats qui se forment à la transformative. Je peux en attester. Euh, bon, il y a des questions sur les noms des auteurs, l'orthographe de Markham Bright, le dernier auteur cité, Dominique Barter. On a une question plus globale donc qui était adressée de la façon suivante. Cher Jacques, connaissez-vous des organisations internationales qui rassemblent des médiateurs de toute culture et nationalité, mis à disposition ou intervenant dans les conflits interétatiques? Oh, alors vous avez une institution qui a fait parler d'elle récemment avec l'élection du nouveau pape, parce qu'un des candidats, c'était Zuppi, c'était le directeur de Sant'Egidio. Sant'Egidio a des médiateurs un peu partout dans le monde. C'est une ONG chrétienne, évidemment, mais pas très dogmatique, hein, et qui est très ouverte à la rencontre des cultures et des religions, et qui est très active. Vous avez des organismes norvégiens, dont j'ai pas le nom en tête là, qui sont très spécialisés alors, et des organismes suisses. C'est les trois. Il y a la Norvège, la Suisse et Sant'Egidio, avec quelques institutions américaines, mais dont je me méfie un peu, parce qu'elles sont liées à des financements qui sont qui me paraissent parfois suspects, qui sont les plus actifs sur le plan international. Mais il y a eu des choses absolument remarquables qui ont été faites, mais qui n'ont pas été euh, couronnées de succès. Par exemple, quand je vois le travail des Norvégiens en Israël et en Palestine à travers les ateliers People to People, où on a fait se rencontrer des gens, des Palestiniens et des Israéliens, dans des activités ludiques, sportives, des voyages, etc., etc., pour faciliter l'altérité et la reconnaissance mutuelle. Il y a un travail énorme qui a été fait depuis 30, 40 ans. Et ça n'a pas abouti parce que, effectivement, vous avez une société civile qui est, à l'heure actuelle, qui verse vers l'extrême droite et des pouvoirs politiques qui massacrent et qui piétinent tous les efforts qui ont été faits pendant toutes ces décennies. Donc, c'est difficile de changer les sociétés quand les pouvoirs politiques euh, ne sont pas respectueux des efforts qui ont été faits pour rassembler les peuples, quoi. Merci beaucoup, Jacques. Une autre question. Vous dites que le modèle transformatif est né dans un contexte de société individualiste et vous faites le pont avec les sociétés déterminées par une organisation groupale.
Est-ce à dire, selon vous, que ce modèle aurait des limites pour des sociétés influencées par un fonctionnement de groupe? Si oui, lesquelles? Mais Euh, pas du tout. Pas mm, du tout. En fait, ce que je veux dire, c'est que il a été conçu surtout pour des conflits interindividuels par certains, mais alors il pourrait très bien effectivement concerner les DRA qui travaillent sur des groupes. Hein. Ils ne travaillent pas sur sur des petits conflits interindividuels. Donc en fait, c'est les mêmes principes. C'est les mêmes principes qu'on peut adapter. La même posture du médiateur transformatif, que ce soit un conflit interindividuel ou collectif, c'est la même posture. Sauf que quand on travaille avec des grands groupes, il faut travailler en comédiation à deux, à trois ou à quatre, etc. Et donc la nature du travail est un peu différente du fait de la composition des groupes et du nombre des personnes. Mais ça ne change pas du tout la posture et la méthode. ok, je laisse de côté la deuxième partie de la question de cette même personne, j'y reviendrai plus tard, pour ajouter une question qui va dans le prolongement de celle-ci. Est-ce que vous pouvez nous parler d'initiatives de médiation transformative appliquées au collectif en France? Ben, je n'en connais pas. Mais toi, tu en connais peut-être. Alors, j'allais dire, effectivement, pour aller dans le sens de ce que tu viens de dire, il y a un certain nombre de médiateurs formés à la transformative qui pratiquent ce qu'on peut appeler la médiation de projet, ou en tout cas des médiations impliquant un nombre de personnes significatif, on va dire, de grand à très grand, avec des phénomènes de polarisation, des questions de conflits intergroupes, etc. Et qui sont donc menés, ce qu'on appelle le dialogue transformatif, qui sont menés avec une petite dose supplémentaire de facilitation, parce que pour maintenir un processus qui tienne la route, pour faire dialoguer des dizaines de personnes, il faut introduire un tout petit peu de directivité sur le process, mais qui conserve cette place première laissée à l'autodétermination des participants qui choisissent en tout et pour tout, y compris sur la façon dont ils souhaitent se parler. Voilà, donc ça dépend des praticiens en fait. Ça peut être des petites choses à l'intérieur d'une organisation, d'une entreprise, d'une administration publique. Euh, ok, donc je reviens à la deuxième partie de la question de la personne précédente. Euh, Vous évoquez la nécessité, selon certains, de travailler sur le système de communication au sein d'une médiation transformative. Est-ce à dire, selon vous, qu'il faudrait intégrer au sein de la médiation transformative une dimension systémique et de quelle manière? Ah, mais absolument. Mais je, c'est pas il faut, c'est que elle s'impose d'elle-même, la dimension systémique. Quand on sent qu'effectivement, il y a il y a des fantômes dans une médiation, que en fait, les gens qui sont là en conflit parlent d'autres éléments qui font penser que ce conflit est beaucoup plus collectif et qu'il y a des personnes influentes dans sa résolution ou dans son origine. Je pense qu'il faut absolument faire du systémique. Mais moi, c'est pour ça que je n'oppose pas les modèles entre eux. Je pense qu'on peut faire du systémique en transformatif, comme dans les autres modèles d'ailleurs, euh, quand c'est nécessaire et quand ça apparaît utile et qu'il y a des fantômes dans la pièce. Et il y en Ok. a souvent. Et il y en a souvent, ouais. Euh, Emmanuela, est-ce qu'on peut penser à une transformation de la société par la médiation, par beaucoup de médiation transformative à créer, par la médiation obligatoire, comme une vraie possibilité révolutionnaire de développer la médiation à une large échelle? Est-ce une contradiction sur laquelle réfléchir? Je te le livre comme ça parce qu'il y a quelques... Mais c'est des questions que je me pose depuis 40 ans et auxquelles je n'ai jamais pu apporter de réponse. Euh, il me semble qu'effectivement, avec la médiation, on va dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens que nous désirons tous, c'est-à-dire vivre en paix, en sécurité, dans la reconnaissance mutuelle de nos identités, et, et dans on rêve d'une société plus juste, plus équilibrée. Mais c'est un propos extrêmement idéaliste qui se confronte à la dure réalité des enjeux politiques et économiques. Et on est très fragile par rapport à ça, en fait. Donc voilà, je suis.
à la fin de mon existence, j'ai pensé qu'en fait, je pouvais révolutionner le monde avec des petites actions comme ça. Mais on peut effectivement changer la façon de penser d'un gros paquet de gens que j'appelle les cœurs purs. Mais les prédateurs nous domineront toujours si on ne sait pas s'organiser politiquement. Et on ne sait pas le faire. Dans cette question, il y avait aussi une dimension par rapport au côté obligatoire qu'on pourrait donner à la médiation. Je pense qu'il y a peut-être un rapport avec ce que tu disais sur l'institutionnalisation et le fait d'orienter, de prescrire la médiation, voire de la rendre obligatoire. Ouais. Bon, je ne suis pas très favorable Oui, philosophiquement. excusez-moi, est-ce que je pourrais expliquer pourquoi j'ai posé cette question? Parce que Oui, moi, je suis une médiatrice italienne qui a fait des médiations franco-italiennes et qui travaille aussi en France. Mais j'ai cette expérience de la médiation italienne qui est obligatoire. Alors, je suis très intéressée et très convaincue que la médiation transformative a une dimension de l'évier démocratique. Euh, mais si les médiations resteront toujours, comme en France, très peu répandues, parce que moi, je fais partie d'une association en France qui assure une médiation par année à chaque médiateur, hein. Et je crois que la condition des autres médiateurs n'est pas plus heureuse. Donc, euh, alors, euh, je crois que le développement de la médiation, du nombre de médiations est fondamental. Et comme en France, je sais que on n'aime pas la médiation obligatoire. Je crois que il y a une contradiction. Parce que si on veut développer la médiation, il faut de quelque manière la développer peut-être dans une dimension expérimentale, euh, mais euh, je crois que tandis que les médiations resteront très peu, on n'arrivera jamais à rien. Je m'excuse pour mon français, mais je suis en Italie maintenant depuis 3 mois et je ne parle plus français depuis 3 mois, donc Non, je dois récupérer. merci beaucoup, Emmanuela. C'était tout à fait compréhensible, sans aucune difficulté. Merci, merci. oui, mais je comprends très très bien la position, c'est un vrai débat. Euh, le problème, c'est que c'est de développer une culture de médiation dans nos sociétés. Est-ce qu'on va développer une culture de médiation en, en rendant la médiation obligatoire? Je n'en suis pas convaincu complètement. Mais je ne suis pas hostile à faire des expérimentations pour mesurer les effets, mais encore faudrait-il que les évaluateurs soient objectifs et aient une distance suffisante pour évaluer tous les effets positifs et pervers de l'expérience. Euh, Moi, je suis favorable à l'obligation de l'information à la médiation parce que les gens ne savent pas ce que c'est. Mais pour que la culture de médiation se développe, il faudrait pas trop professionnaliser la médiation. Il faudrait que ce soit un bien commun, que tout le monde soit médiateur, que tout le monde soit formé à la médiation. Et c'est pour ça que je suis pour un développement de la culture de médiation dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, de telle façon que ça ne soit pas l'apanage d'une profession particulière, mais que ce soit un bien commun que tout le monde peut pratiquer à son niveau. Et c'est la clé du succès. L'institutionnalisation et la professionnalisation ferment le jeu au lieu de l'ouvrir.
Merci Jacques. Je cherche, je ne vois pas d'autres questions écrites. Alors, je vais peut-être me permettre de t'en poser une, parce que j'ai pris pas mal de notes pendant ton exposé. Tu as évoqué très très rapidement Edgar Morin et sa conception dialogique. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus? Je pense que, enfin, moi, ça m'intéresse en tout cas. Alors, je ne peux pas en dire beaucoup plus parce qu'il faut que je le relise. Je ne l'ai pas lu depuis une éternité. Simplement, il y a un colloque qui a lieu à Toulouse, et vous pouvez vous inscrire au webinaire le 5 juin sur médiation et complexité, où il y a des spécialistes d'Edgar Morin qui vont parler. Donc, je ne vais pas me substituer à eux. Et moi, j'ai pas lu Morin depuis longtemps. Donc, euh, j'ai été marqué par sa pensée, effectivement, et, et je pense qu'elle est au cœur de nos logiques de médiation. Mais je ne peux pas en dire beaucoup plus, je dirais des bêtises. Donc je préfère m'abstenir et vous renvoyer à vous inscrire au colloque. C'est gratuit, du 5 juin à Toulouse, médiation et complexité. Voilà, je l'ai noté dans le chat pour en garder la trace. Merci pour cette indication. Je pense qu'on sera nombreux à s'y intéresser. Euh, Écoute, dans le même ordre d'idée, peut-être que tes souvenirs sont plus frais, Jacques. Tu as évoqué Carl Rogers comme étant un peu à la source de d'un certain nombre de choses, ton amour pour le silence et dont tu dis volontiers que Bush et Folger lui ont emprunté énormément de choses. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus aussi sur dans quelle mesure tu retrouves Rogers dans les travaux de Bush et Folger, dans le modèle transformatif en général? Oh, mais je pense que les principes de l'écoute active euh, sont tout à fait conformes chez Bush et Folger et chez Rogers. Alors, c'est très rigolo parce que je supervise pas mal de groupes de médiateurs et tout le monde parle de l'écoute active, de l'écoute active. Mais quand on demande aux gens de préciser ce dont il s'agit, euh, ils y mettent à peu près ce qu'ils veulent derrière. En fait, ils sont trop actifs dans l'écoute, quoi. C'est ça, et donc, en fait, je les fais travailler surtout sur l'écoute inactive parce que ils sont beaucoup trop actifs. Et alors, je ne sais pas, je ne sais pas si les médiateurs que tu formes, tu les supervises ensuite, mais normalement, nous les formons à être assez inactifs. Donc, le principe de l'écoute active est peut-être mal nommé de ce point de vue-là. Euh, Par contre, moi, je pense que la qualité de l'écoute, le fait de respecter le champ de représentation des personnes, de ne pas influer sur le contenu de ce qu'ils vont dire en leur posant des questions, etc., tout ça se retrouve chez Rogers et chez Bush et Folger. Je vois pas de grosse différence. Il faudrait faire une étude précise de tous les points particuliers, mais pour voir si on retrouve thème à thème les différentes propositions de Rogers dans Boucher Folger, mais on devrait trouver l'essentiel. Pour rebondir sur ce que tu dis, Jacques, la façon d'être actif dans l'écoute en transformative, c'est essentiellement de faire des reflets. Donc c'est une activité, Oui, non, mais je une sais. passivité, mais c'est la façon de redonner à voir à la personne ce qu'elle a cherché à exprimer, en fait. Oui, oui, non, mais je sais bien, mais je pratique tout ça depuis très longtemps. Mais c'était chez Rogers, ça, hein. Mais oui, tout à fait, ouais, c'est pour ça que je me permets ce complément. L'écho, le reflet, la reformulation, il n'est pas très favorable, parce qu'il dit que dans la reformulation, on projette des choses et on induit des trucs. Euh, et le résumé, il dit qu'il faut s'en méfier aussi. Parce que là encore, on peut dénaturer le contenu de ce qui a été dit. Donc, il se pose de très très belles questions et que nous nous posons tous quand nous pratiquons, hein. Et en formation, ça se travaille, c'est très intéressant. Faut prendre conscience de nos biais, quoi, quand on pratique. Et on croit faire de l'écoute active et en réalité, on est souvent, moi je l'observe euh, comme je le peux, c'est-à-dire dans les analyses de pratique. Les gens pensent faire de l'écoute active alors qu'ils sont trop inductifs et ils influencent quand même, même sans le vouloir, hein.
Prendre conscience de ces influences non voulues, c'est quand même capital. Très bien, merci beaucoup. Je surveille l'heure, il est 19h20. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Euh, Peut-être c'est l'occasion pour... je regarde, il y a encore 53 personnes sur les 70 environ qui étaient branchées depuis le début. Quelques-uns te saluent et te remercient, Jacques, pour cette intervention. Il y a eu aussi quelques interactions entre participants pour se donner des liens, des repères, voire se donner rendez-vous. Notamment, il y a des liens pour s'inscrire au colloque que tu évoquais précédemment. Euh, voilà, donc les merci commencent à s'accumuler. Est-ce que parmi les 50 personnes qui restent, certains d'entre vous... ah ben voilà, j'ai des écrits qui arrivent. Donc j'allais inviter à prendre la parole directement en ouvrant son micro. Euh, Dis-moi, euh, je suis aveugle, moi je vois plus rien, c'est ouais, donc normal? je te les lis. Ah, tu ne vois rien du tout? Non, rien. Il doit y avoir un souci sur les fenêtres de ton ordinateur. Une fenêtre a dû prendre le dessus sur une autre. Ah, c'est toujours C'est pareil, amusant, ça. il y a des gens qui se connectent seulement maintenant. C'est peut-être des problèmes de décalage horaire. Euh, voilà, je te lis quelques messages, hein. Merci Ouais. beaucoup, Jacques et Olivier, pour cet échange. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Ça a bousculé ma propre pratique. Ah, j'ai un point sur lequel tu pourrais peut-être réagir. J'ai la sensation qu'il y a une gradation, que la justice restaurative est l'étape d'après dans le minimalisme. Qu'est-ce que tu vas répondre à ça, Et Jacques? je comprends pas la question. Qu'est-ce que ça veut dire le Ah, minimalisme? bah du fait peut-être d'être justement moins, encore moins peut-être, si on peut dire ça d'ailleurs, encore moins interventionniste. Non, c'est encore mieux interventionniste. Ouais, C'est pas encore moins, c'est pas dans le moins, c'est dans le mieux qu'il faut penser les choses. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire en fait. Ouais. Allô? ouais, ouais, on est là, on est là. Merci, très, ouais, je suis embêté que tu sois, que tu te sentes perdu sans voir Eh ni ouais, je suis devant mon écran, là, je vois rien. entendre personne. Mais on te voit bien et on t'entend, hein, Jacques, Ah hein. ouais, tu me vois, toi. Voilà, il y a certains de tes amis qui te disent toujours un bonheur de t'écouter, tu nous obliges à réfléchir, etc. Très Ah, éclairant. ça y est, je suis revenu. Ah, bah tu vois. Euh, voilà, il reste 8 minutes, donc on n'est pas non plus obligé de faire des heures sup, hein, mais si certains d'entre vous ont envie de prendre la parole, que ce soit par l'écrit ou en prenant la parole directement avec sa voix, vous êtes les bienvenus. Euh, Bon, vous avez pas de critique un peu méchante à me faire, là, ça un, m'amuse beaucoup. un petit peu frustré, tu aurais bien voulu qu'on t'attaque un peu, Ah oui, quand même. Jacques. T'aimes bien la conflictualité en fait, Non, hein. j'ai pas peur du conflit, sinon, si on a peur, il faut. Non, vous savez quelle est ma théorie, là? Mais c'est une vieille théorie de praticien de la formation, en fait. Je me rends compte que les gens qui ont très peur du conflit, ils ont plus de propension à vouloir les résoudre que les autres. Et donc, ils sont plus directifs. Voilà. C'est, c'est, c'est le fruit d'une observation assez longue, ça, hein. Donc, quand on n'en a pas peur, on n'est pas du tout pressé qu'il soit solutionné. Donc, Mhm. on est moins directif. Ouais, Donc, de même que... je raconte toujours à mes étudiants quand je démarre une formation que, de toute façon, j'avais des parents extrêmement aimants et affectueux avec leurs enfants, mais qui se sont engueulés toute leur vie. Donc, le conflit, ça me panique pas du tout. Ils n'ont jamais divorcé, d'ailleurs. Et donc, en fait, voilà, on peut vivre avec. On s'arrange. Et j'en ai pas peur. Après, moi, j'ai pratiqué des sports conflictuels comme le rugby, des choses comme ça. Donc, je suis pas pour le modèle compétitif en médiation, je suis pour le modèle coopératif, mais dans la vie, on peut avoir des dimensions compétitives. Mm. De même qu'effectivement, quand on n'a pas peur de l'expression de la conflictualité, on peut plus lui faire de la place et moins la censurer ou la frustrer pendant les conversations de médiation. Absolument. Bon, bah, je me jette à l'eau, moi. Vas-y, Euh, dis.
Non, non, mais j'ai juste noté un paradoxe, mais c'est pas un conflit, c'est juste un paradoxe dans ce que vous disiez, et je pense que c'est juste les faits, mais du coup, ça m'a interpellée, puisque d'un côté, vous avez dit que cette famille transformative et restaurative s'inspirait plutôt de modèles de médiation autochtones, extra-occidentaux, en tout cas de façon dont gérer les conflits dans des sociétés extra-occidentales. Vous avez parlé de Nouvelle-Zélande, des Maoris, du Grand Nord canadien, etc. Et de l'autre, je me dis que, en fait, cette famille de médiation, donc la médiation transformative au sens large dont vous nous avez parlé, s'adresserait plutôt à des sociétés occidentales individualistes, hein, c'est ce que vous avez soulevé, pour le coup, à l'opposé de ces sociétés extra-occidentales traditionnelles. Donc, ça m'interpelle comme paradoxe, parce que je me dis, on allait chercher un peu comme Picasso, qui allait s'inspirer des artistes africains pour renouveler l'art en Occident. C'est un peu ce qui s'est fait avec la médiation pour nous apporter quelque chose. Et juste, voilà, j'ai noté ça, je me suis dit, tiens, c'est curieux. Et dans l'autre sens, ça se passe comment? Voilà, c'est juste une remarque. Oui, oui, mais très intéressant, oui, tout à fait vrai. C'est un paradoxe intéressant. Mais c'est là qu'on voit l'influence de la culture sur ces Nord-Américains ouverts au monde et, et à l'autre. Ils sont quand même victimes de l'American Way of Life, de leur façon de penser, et ils ont quand même avalé en fait ces traditions à leur manière, quoi. Et c'est ça, ça expliquerait peut-être effectivement ce paradoxe. Alors ça s'est un petit peu déchaîné là sur ces 2 dernières minutes. Il y a pas mal de messages encore de remerciements. Plusieurs personnes réévoquent le silence. J'avais effectivement noté, il y a notamment ton ami Serge du Canada qui te qui te remercie d'avoir insisté sur le silence. J'ai noté que tu en avais parlé comme d'un respect à la pensée et à l'intimité des gens. Euh, voilà, est-ce que ça te donne envie d'en dire un peu plus là-dessus? Ou bien juste de recevoir ce commentaire? Oui, j'ai dit ça parce que j'aurais pu dire autre chose, parce que c'est dans le feu de la parole, ça sort comme ça, mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça d'ailleurs. Non, mais ça me paraît un outil, moi, absolument essentiel. Euh, je, je, je comprends les gens qui ont peur du silence, mais parce que c'est profond un silence, quoi. C'est profond et ça nous plonge quand même dans, en dehors des mots, dans un autre univers de pensée et d'analyse. Et c'est compliqué à gérer, en fait, parce qu'on ne sait pas quand le rompre, on ne sait pas si le silence parle ou s'il ne parle pas, on ne sait pas l'interpréter toujours. C'est ça qui est compliqué à gérer. Mais quand il parle, ce silence, il est génial, quoi. Il faut absolument le laisser flotter. Et en fait, en tout cas, il faut toujours laisser flotter hein, en médiation. Faut être patient, laisser flotter les choses. On peut être patient et laisser flotter. Ouais. Au passage, tu as une invitation à intervenir de nouveau, à prendre la parole dans la prochaine revue Tiers. Je te la transmets, hein. Voilà, les médiateurs familiaux seraient, je pense, heureux que tu continues de contribuer à... J'ai déjà saturé leur revue de plein d'articles. Je vais Ouais, pas pouvoir me renouveler beaucoup, hein. ouais, bon, ils te trouveront certainement un thème sur lequel tu pourras dire des choses originales. Une question, est-ce que tu aurais une réflexion en relation avec le wokisme? Le mot wokisme étant mis entre guillemets. Hmm. Alors, le wokisme, c'est exactement les mouvements en ébullition des années 70 en Europe occidentale, hein. C'était du wokisme, c'est-à-dire la dénonciation des inégalités, des injustices, la reconnaissance de l'identité des populations dominées. C'est du wokisme. C'est tel que... Alors, c'est une instrumentalisation de ce terme que personne ne comprend, ou personne, derrière lequel personne ne met la même chose. Mais en réalité, c'est juste un combat contre l'injustice et contre l'exclusion. Et pour la reconnaissance, on est en plein modèle transformatif. Et pour la reconnaissance, pour l'empowerment et pour la reconnaissance. J'ai pas pensé à en parler, mais c'est vrai. C'est absolument au cœur du débat. Non, mais c'est devenu péjoratif aujourd'hui, mais si on reprend si on reprend la terminologie, s'éveiller aux injustices et aux inégalités, c'est quand même sain, non, quand même, il me semble. Bon, écoute, super. Je vois pas d'autres questions. Il y a pas mal. Ah, on est encore 50, hein, tout le monde ne s'en va pas. Euh,
Mais on arrive au bout du temps qu'on s'était donné, Jacques. Donc déjà, moi, je me fais le porte-parole de beaucoup de gens qui l'écrivent pour te remercier en mon nom et au nom de tout le réseau francophone pour une approche transformative du conflit qui ne n'est pas et ne deviendra pas une secte et qui œuvre justement pour, on va dire, bien se mélanger à tous les autres courants. Euh, voilà, j'en profite pour dire que cet exposé donc, sera publié sur notre site pour ceux qui veulent le réécouter ou le donner à écouter à quelqu'un d'autre ou venir l'écouter parce qu'il ne pouvait pas être là. Ça, c'est terrible parce que je l'écouterai pas parce que je trouve que je dis toujours des bêtises quand je me revois après, donc je ne le regarderai pas, hein, vous me direz. Mais tu peux compter sur moi pour le diffuser, le découper en morceaux et le balancer à droite à gauche et le réutiliser même plusieurs années plus tard. Oh, quelle horreur. Comme je l'ai fait avec ta prise de parole d'il y a Ah 7 ans, oui, on a je lancé disais, le je disais bouquin. n'importe quoi il y a quelques années, hein. Non, non, c'était pas mal, c'était pas mal. En tout cas, tout le monde est ravi. Merci encore. Merci beaucoup à toi, Jacques. Merci à tous de votre attention, de vos questions. Et puis, ben, n'hésitez pas à rester, à vous tenir au courant des prochaines animations qu'on pourrait vous proposer. Au revoir à tous les copains que je vois pas souvent et que j'ai plaisir à rencontrer. Au revoir, Jacques. Merci à toi, Jacques. Merci à toi, Jacques. Merci infiniment. C'était un grand plaisir de te recevoir là et de t'écouter.